bienvenue sur Eudine Story. Aujourd'hui, le bilan achat numéro 24, mois avril-mars 2025. Et au menu du roman, mais surtout du Blu-ray, du Steelbook, du 4K et encore du Blu-ray. Une montagne de Blu-ray, tout simplement. Et n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires, bien sûr, qu'est-ce que vous avez acheté dans ce mois de mars. Et vous verrez, hein, c'est pratiquement que de l'occasion, hein, le marché de l'occasion, le Bon Coin. Du coup, je me suis procuré, comme j'ai bien aimé, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai vu John Carter, et j'ai rattrapé aussi À la poursuite de demain. Il me semble sur Disney+, enfin des films Disney+, que j'ai loupé parce que promo, kata, tout ça, qu'on m'a conseillé, donc je les ai rattrapés. Et effectivement, John Carter est un film à voir, et À la poursuite de demain, j'ai adoré aussi. Bon, il n'y a pas de livre À la poursuite de demain, mais qui est un film vraiment avec un optimisme que j'apprécie, donc je vous invite fortement à voir, en plus avec George Clooney que j'adore. Et du coup, John Carter, qui est un film du coup sur un personnage qui va tout simplement se retrouver sur Mars et avoir un petit peu, si vous voulez, les super pouvoirs de Superman, puisque la gravité n'est pas la même, tout ça, donc ça va être un homme surpuissant sur Mars, avec une civilisation, tout ça. Et donc c'est tiré de Edgar Rice Burroughs, et là c'est un omnibus qui rassemble plusieurs histoires, parce qu'il me semble qu'il y a juste la princesse Mars adaptée dans le film de John Carter de Disney. Et donc déjà je vous invite à voir le film, et du coup j'ai commencé tout juste à le lire, donc je vais pas en dire plus, mais apparemment c'est un classique de la SF, et voilà, c'est connu de George Lucas, tout ça, enfin les plus grands s'en ont inspiré. Il y a peut-être même un côté, je dirais Avatar, peut-être par moment. James Cameron, je pense, connaît très bien ce livre, tout simplement. Donc voilà, pour commencer, le roman, hein, assez imposant, hein, ça doit faire bien 900 pages, donc j'ai commencé. J'ai déjà lu une 50aine de pages, et c'est vrai que ça a l'air quand même vachement sympathique. Ça n'a pas l'air prise de tête à lire, tout ça, ça a l'air plutôt facile, pas complexe, donc c'est plutôt sympathique. Et je vais tout de suite passer à du Blu-ray. Désormais, évidemment, sauf exception vraiment, parce que je veux vraiment le posséder et que ça n'existe dans aucune édition. Il n'y aura plus de DVD, puisque j'essaye tout simplement de remplacer mes DVD par le format Blu-ray. Ça prend moins de place, tout ça, et puis c'est généralement de meilleure qualité, donc voilà. Et je vais tout de suite commencer avec du coup les Missions Impossibles, qui sont du coup au nombre de 6. Alors il manque le dernier, première partie, avec le Mission Impossible numéro 1 que j'ai regardé du coup il y a pas très longtemps sur Netflix. Alors Netflix, je sais pas pourquoi ils y sont tous, sauf le troisième et l'avant-dernier, le dernier pardon. Je sais pas pourquoi il y a le troisième, du coup je me suis dit bon, j'allais choper le lot, j'ai chopé ça à 10 balles je crois, un truc comme ça. Et donc le premier Mission Impossible, c'est quand même un classique. Malgré tout, je trouve que le film vieillit pas mal à la fin. Notamment tout le passage en hélico, tout ça, j'ai trouvé ça assez cheapos. Et je trouve aussi que le système de masque, c'est un petit peu facile. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et c'est vrai que j'avais oublié. Mais sinon, ça reste un film quand même très très efficace, avec vraiment de bonnes scènes de tension. Donc un film que je recommande. Contrairement à ce dernier que j'ai vu d'ailleurs avec mon frère, de John Woo, où on s'est plutôt emmerdé, hein. Je trouve que c'est un film plutôt... En fait, alors autant l'action, je la trouve plutôt sympa, autant scénaristiquement, c'est quand même vraiment décousu, hein, je trouve. Et c'est l'inverse du premier. Je trouve que la tension n'y est pas. Enfin, en tout cas, le scénario se perd trop pour apprécier le film. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Mission Impossible 3 que je n'ai pas encore vu, et je crois que je n'ai jamais vu. Donc ça, il va falloir que je le découvre. Et c'est réalisé par J.J. Abrams, hein, celui-ci. Ouais, J.J. Abrams. Donc faut voir, parce que J.J. Abrams, j'ai tout vu à part lui. J'ai tout vu à part lui. C'est Star Trek, Super 8, tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Super 8, surcoté, sous-côté? Dites-le moi dans les commentaires. On enchaîne avec Mission Protocol Fantôme. Alors lui, j'ai hâte de le voir parce que je l'ai jamais vu, et en plus c'est Brad Bird. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le cycle de Mars, oui, enfin John Carter, La poursuite de demain, tout ça. La poursuite de demain, je me demande si c'est pas Brad Bird déjà. Ouais, je crois que c'est Brad Bird déjà. Et le cycle de Mars, c'est Andrew Stanton. Donc voilà, c'est des gars qui viennent de Pixar, hein, évidemment. Alors Brad Bird, lui, avant, il avait fait déjà Le Géant de Fer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est un film que je n'ai pas vu encore. Comme le troisième, je crois que je ne l'ai jamais vu. Voilà, vous verrez, Mission Impossible, j'en ai pas beaucoup que j'ai vu. Et lui, par contre, je l'ai vu.
On peut regarder Mission Impossible, hein, on comprend qu'il y a une team, des personnages réguliers, tout ça, sans avoir vu les autres, ça se regarde, hein, franchement. Alors peut-être qu'à partir du 6, ça suit un peu plus, même qu'il y a des liens entre le 4 et le 5, mais ça nous avait pas posé de problème à l'époque. Et alors ce film commence avec la scène de l'avion où Brad Pitt, n'importe quoi, Tom Cruise, pardon, est accroché à l'avion, et on était là avec mon frère, ouais, c'est n'importe quoi, c'est bon et tout. Bref, on kiffe le film quand même et tout, super film d'action, d'espion, tout ça. Et on se rend compte quelques mois plus tard qu'en fait, il était vraiment accroché à l'avion pour tourner la scène, enfin on était complètement bluffés sur le cul. Et c'est à partir de là que c'est toujours le même réalisateur, c'est Christopher McQuarrie, qui les réalise tous, hein, que ce soit Mission Impossible, Rogue One, Fallout, et le dernier c'est Rock Knocking, je crois. Un truc comme ça, donc voilà. J'ai hâte de le revoir parce que j'avais passé un bon moment au cinéma. Fallout que je n'ai jamais vu, donc voilà, donc je vais pas pouvoir en dire plus. Toujours réalisé par Christopher McQuarrie, et le méchant, je crois que c'est Henry Cavill. Ouais, ça doit être Henry Cavill. Et puis il y a toujours le retour des personnages qu'on voit, voilà, depuis un moment dans les autres opus. Et voilà, il y a, comme je disais, il y a pas le dernier, donc voilà. Et je crois que ça va être fini après, hein, parce que c'est en 2 parties, le 7e. D'ailleurs, la deuxième partie sort cette année, donc il va falloir que je rattrape. De toute façon, je l'avais vu, hein, j'avais plutôt apprécié, donc voilà. Et je vais enchaîner avec les films, les Blu-ray que je n'ai pas vus, donc je vais pas trop épiloguer non plus, mais voilà. On va avoir du Out of Africa de Sidney Pollack, donc un film d'amour en Afrique. Je l'ai pris surtout pour la BO. C'est du John Barry et je l'ai écouté sur YouTube, c'est vrai qu'elle est vraiment quand même sympathique. Film qui a eu plusieurs Oscars avec Robert Redford et Meryl Streep, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et donc voilà, un film que je vais découvrir. Pour le moment, j'ai pas eu le temps, en plus c'est un film assez long. Donc voilà, je vous ferai peut-être un retour si vraiment le film m'a vraiment plu. Il est possible que ces films ne finissent pas dans la collection, hein. Si je ne les aime pas, moi je m'en débarrasse. Mais bon, je préfère vous les présenter. J'enchaîne ensuite avec du K-19 Harrison Ford. En ce moment, je suis en train de me faire Indiana Jones le jeu vidéo, puis j'ai refait le 5e. Du coup, j'ai revu le 5e que j'apprécie toujours autant, hein. J'ai versé ma petite larme à la fin. Donc c'est un film qui marche toujours bien. Il y a Liam Neeson dans le film. C'est réalisé en plus par Catherine Bigelow, que j'apprécie notamment pour Zero Dark Thirty, qui est un film que j'ai vu plein de fois, enfin que je trouve vraiment captivant. Et donc j'ai hâte de voir ce film. Alors pour le coup, le Blu-ray en FR n'existe pas, c'est un Blu-ray anglais, mais il y a les sous-titres et les voix françaises, donc aucun problème de ce côté-là. Je ne l'ai pas encore vu, mais un film de tension sous-marin, donc j'ai hâte tout simplement de le découvrir avec en plus 2 immenses acteurs, et Harrison Ford que j'apprécie toujours autant, mais même Liam Neeson d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mongol de Sergei Bodrov, qui avait été sélectionné, donc qui avait été nominé en meilleur film étranger de l'année. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait, je me rappelle plus. En tout cas, je sais que je l'avais chopé vraiment pas cher à 1€, je crois. Voilà, et c'est un film, je pense, où il y a la guerre, tout ça, mais j'avais lu que c'était plutôt assez long, tout ça, plutôt contemplatif, mais que les quelques scènes de bataille qu'il y avait, c'était quand même impressionnant. Donc faudra voir. Je crois que c'est sur un personnage de l'histoire en particulier, donc faudra voir, je vous en dirai plus. En tout cas, voilà, je l'ai chopé 1€, un truc comme ça sur Rakuten, donc voilà. J'enchaîne ensuite avec Don Juan DeMarco, donc ça c'est plus compléter la collection de Johnny Depp, hein, parce que je suis un fan de Johnny Depp, et en plus il donne la réplique à Marlon Brando, et je pense que c'est la première fois qu'il se donne la réplique. J'avais lu un biopic sur Johnny Depp, et il parlait vraiment de ce film et de sa relation. Enfin voilà, pour lui c'est vraiment sa référence, Marlon Brando, Johnny Depp, donc voilà, je pense que ça doit être quand même pas mal. Enfin en tout cas il doit être vraiment bon dans son interprétation de Johnny Depp, et se donner à fond, surtout face à son acteur favori. Donc je pense que ça doit être un film plutôt sympathique, même si j'ai vu qu'il n'était pas très bien noté, mais bon, je pense que c'est une belle histoire d'amour, on verra ce que ça donne en tout cas. Et il y a Faye Dunaway aussi, si je prononce bien. On enchaîne ensuite avec Prince of the City. J'ai lu et j'ai fini le livre de Sidney Lumet qu'on m'avait offert à Noël, qui est faire un film qui est juste passionnant, qui se lit vraiment très facilement, que vous aimez ou non, enfin
bon, si vous aimez pas le cinéma, c'est plus compliqué, mais en tout cas, si vous n'y connaissez pas grand-chose, tout ça, on apprend plein de choses. Alors pas forcément sur des potins sur le tournage et tout, mais il explique plein de choses justement sur une journée de tournage, tout ça, que ce soit de la lumière au montage, enfin voilà, ou à comment tu fais un planning de cinéma, enfin comment se compose un planning d'une journée d'un tournage. Donc voilà, franchement, c'est passionnant. Et du coup, ça m'a donné envie évidemment de voir plein de films de Sidney Lumet parce que j'avais vu seulement 12 hommes en colère, qui est pour moi un chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Et donc j'ai chopé celui-ci à Metaluna, Prince of the City. Alors c'est un film qui fait 3 heures, qui est seulement en VO, donc j'espère que je vais réussir à maîtriser les codes et à comprendre l'histoire. En tout cas, je vais me forcer, hein, tout simplement, avec les sous-titres, tout ça. Je vais me démerder, même si mon anglais n'est pas vraiment parfait, j'essaye de le comprendre au maximum, et puis c'est toujours mieux quand il y a les images. Et puis c'est un film qui revient souvent, il en parle souvent, donc c'est un film qui m'a vraiment intrigué, et donc j'ai préféré le choper. Peut-être qu'un jour il sortira en VF, qui sait, bah ce serait plutôt pas mal. Et pour finir, dans les films que je n'ai pas vus, alors que j'ai vu mais j'ai pas assez de souvenirs, il y a True Romance. Je l'avais vu à l'époque, alors déjà j'ai toujours cru que ce film, il était réalisé par Quentin Tarantino, enfin en tout cas pendant longtemps, et un jour mon ancien coloc m'a dit non mais tu colles, il est pas réalisé, il est juste scénarisé. Donc voilà, j'ai découvert plus tard, et c'est Tony Scott, le frère de Ridley Scott, qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme. Et donc j'ai plus trop de souvenirs. J'ai regardé principalement parce que c'était l'un des premiers films de Brad Pitt, et on le voit très peu, hein, finalement, dans le film. L'acteur principal, ouais, c'est Christian Slater avec Patricia Arquette, donc on est sur un duo amoureux, tout ça. Donc voilà, bon, je verrai, voilà. Mais c'est quand même un scénario de Quentin Tarantino, et dans l'ensemble, je suis plutôt client des films de Tony Scott. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas assez de souvenirs pour développer plus que ça sur le film. Je m'en rappelle, en plus j'avais vu une copie qui n'était pas non plus exceptionnelle à l'époque. Donc là, pour le coup, de l'avoir chopé en Blu-ray, c'est plutôt pratique. Et bah ça tombe bien, on va enchaîner avec Reservoir Dogs, un film que j'avais pas vu depuis très longtemps, lui aussi vu dans une copie. C'est dégueu, mais ça ne dérange vraiment pas pour ce film. Donc le premier film de Quentin Tarantino, avec un casting vraiment XXL, un huis clos, hein, finalement, en quelque sorte, puisqu'il y a très peu de décors, et le décor principal se passe dans une espèce d'usine désaffectée où les fameux braqueurs, donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de braqueurs, d'un braquage qui tourne mal, et ils doivent tous se retrouver à un endroit, et ils vont tous se mettre d'accord pour dire qu'il y a un traître, et donc on va au fur et à mesure découvrir qui est le traître ou non, etc. Et enfin franchement, le jeu d'acteur, le scénario, je trouve que c'est vraiment un film très très efficace, avec des dialogues aux petits oignons, mais comme c'est le faire, enfin je pense que c'est le seul à le savoir le faire, Quentin Tarantino, ou des personnages qui se racontent pas grand chose, mais c'est quand même passionnant. Donc voilà, et puis bah le casting est vraiment incroyable, Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney et Michael Madsen. Voilà, tout simplement. Donc voilà, un film que j'adore. Celui qui me tue dans ce film, c'est Michael Madsen. Vraiment, il est terrible, vraiment. Voilà. Il y a même Quentin Tarantino aussi qui se met en scène. Donc voilà. Et c'est assez marrant parce que du coup, bah pourquoi il y a des couleurs? Parce qu'en fait, ils sont tous appelés par une couleur. On ne sait pas forcément leur prénom. Donc voilà. Et voilà. Bon, je l'ai revu. C'est vraiment un film, je trouve vraiment captivant. On enchaîne ensuite avec Daredevil, Director's Cut, que j'ai chopé avec Elektra, voilà, 5 balles les deux. Alors Daredevil dans la Director's Cut, j'avais un mauvais souvenir, et c'est vrai que c'est moins dégueu que ce que je pensais dans mes souvenirs, mais je préfère le côté un peu plus terre à terre, où on n'explique pas forcément les pouvoirs dans la série, que je suis en train de regarder et de découvrir actuellement. Alors pas la série Disney, hein, plus, que j'ai chopé en cours de route. Mais je me suis dit non, fallait quand même que je vois la série pour un peu plus apprécier. Donc je me suis j'avais juste regardé dans l'univers Daredevil Punisher, les deux saisons, dont j'avais apprécié vraiment la saison 1, mais beaucoup moins la 2. Donc là je me suis en train de faire, j'en suis à l'épisode 10 ou 11 de la première saison de Daredevil, que j'adore, notamment pour son côté très très intérieur, réaliste, voilà, un petit peu The Dark Knight de Nolan, bon, même si c'est pas du Nolan, hein, attention, mais voilà. Et donc là, on essaye d'expliquer ses pouvoirs, etc. Et je trouve le film longuet, assez à rallonge. J'adore par contre la prestation de... Ah, comment il s'appelle
de Jon Favreau déjà, le pote du coup le compagnon dans le film de Daredevil, je trouve qu'il joue très très bien. Et j'adore aussi le méchant Colin Farrell. Vraiment, je trouve qu'il joue super bien, mais alors on lui fait faire un personnage mais complètement what the fuck. Par contre le Caïd, mais alors autant d'ailleurs c'est l'acteur qui joue dans Mission Impossible, qui fait non. Non, pas du tout. C'est pas le même acteur. C'est l'acteur qui joue dans La Ligne Verte. Comment il s'appelle? Je vais le trouver. Oh bon, je vous afficherai le nom. Mais en tout cas, voilà. Bon, il y a des vraiment moments longuets. Par exemple, justement, la baston de fin avec le Caïd, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est assez dommage. Il y a des choses plutôt sympas, mais des choses quand même vachement ratées. Et surtout, le film est trop long, quoi. Enfin, je crois que l'original, donc sans la director's cut, il faisait 1h40, mais il manquait beaucoup de scènes. Là, il fait quand même 2h10 et bon, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça rajoute en fait. Voilà, donc c'est tout pour Daredevil. J'enchaîne ensuite. Alors c'est pour compléter évidemment ma petite collection de Blu-ray autres films du MCU que je vais vous présenter prochainement. Je vais vous faire une petite vidéo sympathique là-dessus. Et on enchaîne avec Elektra, qui est une catastrophe absolue. Mais vraiment, ce film, c'est le néant. Je me rappelle de rien. D'ailleurs, j'aurais pu mettre dans les films que je n'ai pas vus. C'était juste chiant. Il se passe rien. Enfin, je sais pas, c'est une tueuse et tout. Enfin, tu te dis, bah voilà, c'est. En plus, elle meurt dans Daredevil, hein, et là, elle ressuscite. Bon, déjà, pourquoi? Bon, voilà. Mais elle va se venger du coup entre guillemets des gens enfin, d'ailleurs je me rappelle même plus de qui elle se venge, mais ça aurait pu être très bien, genre film de vengeance, tout ça, un peu baston, machin, mais il y a rien à se mettre sous la dent. Vraiment, c'est 1h50, 1h30, ouais, 1h40 de néant. C'est 1h30 exactement de néant. Il s'y passe absolument rien, c'est irregardable, vraiment. Et pourtant, je trouve que justement Jennifer Garner, elle s'en sort plutôt pas mal pour le peu qu'on lui donne à faire dans Daredevil. Moi, j'apprécie plutôt. Et donc là, vraiment, c'est le néant absolu et j'étais vraiment déçu. Le film commence, je me suis dit, ah, ça peut être pas mal et tout, en mode vengeance, les gens ont peur de elle, tout ça. En plus, ça commence avec un personnage qui va se faire tuer par cette dernière et qui raconte un petit peu son histoire et tout. Mais alors, le reste du film, c'est le néant, quoi. Il ne s'y passe absolument rien. Donc voilà pour Elektra. C'est un film qui va rester dans ma collection, mais je ne sais pas pour combien de temps. Évidemment, c'est des productions à l'époque de Fox, hein, mais bon, qui ne sont pas connectées au projet X-Men, puisque à l'époque on ne connectait pas tout, et d'ailleurs c'est pas plus mal. Même si du coup, ça a été connecté ces films par le biais du coup de Deadpool 3, hein, contre Wolverine, où le multivers veut tout connecter. Le crime de Laurent Trespès d'Agatha Christie. Oui, c'est une adaptation d'un roman d'Agatha Christie, de Sidney Lumet, pardon, avec un casting XXL, hein, donc qui a été remaké il y a pas longtemps par, je crois que celui-ci est déjà un remake d'ailleurs, par, comment il s'appelle, Kenneth Branagh, et j'ai le même constat, donc casting XXL, tout ça, Sean Connery, Albert Finney, Ingrid Bergman, voilà, tout ça, Jean-Pierre Cassel d'ailleurs, le père de... Et j'ai le même constat, c'est que je crois que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire en fait du crime de Laurent Trespès d'Agatha Christie. Alors peut-être que le Nil, tout ça c'est mieux, mais c'est vrai que je m'ennuie en fait, malgré la mise en scène de Sidney Lumet, tout ça. C'est le même constat que je fais pour le film de Kenneth Branagh. C'est un film qui me passionne au départ et qui, malgré le casting, finit par m'ennuyer. Alors encore plus du fait que je connaisse la finalité, donc je ne spoilerai pas évidemment pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, est-ce que... Non, je vous conseille quand même plus de regarder celui-ci que le dernier. Bon, ce qui est bien le dernier, c'est que pour la nouvelle génération, il y a des acteurs que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous appréciez, notamment Johnny Depp qui a un petit rôle. Mais voilà, donc bon. Pour moi, ça dure 2 heures, ça fait le café parce que bon, mais je finis toujours par m'ennuyer, donc c'est un petit peu dommage. Et justement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus de différent, mais j'ai trouvé quand même certaines similitudes. Alors il y a évidemment des plans vraiment cool, notamment sur le train, tout ça, la façon de de le mettre en scène, son départ de la gare, tout ça, c'est plutôt intéressant. Mais il y a des choses. Une fois que l'enquête démarre, que le meurtre se passe, je trouve que le film
est très redondant avec cette série d'acteurs qu'on interroge, etc. Ce que j'apprécie autant dans le film de Branagh et de là, c'est le dénouement justement, et je l'apprécie encore plus dans celui-ci, le dénouement. Je trouve qu'il est plus appréciable, donc voilà. Voilà pour le Crime de Laurent Specs. Je ne sais pas si c'est un film qui restera dans ma collection. C'est fort possible que non. J'enchaîne ensuite avec The Money, une comédie de Greg Gillespie. Alors Greg Gillespie, c'est le réalisateur de Moi Tonya, un film avec Margot Robbie que je vous invite absolument à voir si vous ne l'avez pas vu, sur une patineuse artistique qui a tout simplement défoncé une autre patineuse artistique pour gagner. Voilà, tout simplement, hein, c'est l'un des plus gros scandales du monde du patinage. Et donc là, il fait un film sur de monnaie, hein, l'argent facile, argent bête. Et donc voilà, l'incroyable histoire d'un vrai homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street, puisqu'en fait il a misé sur GameStop, et les gens, au lieu de récupérer l'argent, ils ont continué à miser sur GameStop, et ce qui fait que les riches se sont vus dépouillés d'une partie de leur argent. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est une histoire vraie, c'est un vrai youtubeur, tout ça, et c'est très intéressant. En plus c'est avec il y a Seth Rogen dans le film, donc Seth Rogen j'adore. D'ailleurs je vais bientôt pouvoir regarder enfin The Studio, puisque j'ai pris Apple TV, voilà, que j'attends avec impatience. Ça m'a plus associé avec Evan Goldberg. Bref, je m'ignore, mais ça je pense que je ferai un petit bilan comme je fais le bilan calmement de certaines séries. Et surtout c'est avec Paul Dano, voilà, hein, qui joue évidemment dans The Batman, mais pas que, dans Prisoners, tout ça, qui est un excellent acteur, et je trouve ce film passionnant, et je trouve qu'on comprend et qu'on maîtrise bien plus facilement qu'est-ce qui se passe à l'écran que par exemple un film comme comment il s'appelait ce film, le film d'Adam McKay, The Big Short, et donc qui était un petit peu complexe à comprendre, avec beaucoup de personnages. Et là c'est pareil, il y a toute une galerie de personnages. D'ailleurs il y a aussi Sébastien Stan, hein, le soldat de l'hiver, qui est vraiment cool. Enfin, il y a tout un panel d'acteurs qu'on connaît et qui sont très appréciables à voir à l'écran. D'ailleurs, il y a évidemment le caïd de la série Daredevil, qui est comment il s'appelle? Est-ce qu'il est là? Oui, Vincent D'Onofrio. Donc voilà, excellent acteur aussi. Et je trouve que on s'y amuse, on rigole, on comprend assez facilement les choses, et puis on est captivé de par le biais de son montage, comment il met les images, tout ça, et comment on suit le personnage de Paul Dano. Je trouve qu'il est beaucoup plus accessible que le casse du siècle The Big Short. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite, pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, de regarder Dumb Money, et réalisateur quand même à suivre, parce que j'apprécie particulièrement ses films, et je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Il faudrait que je regarde, parce que il faudrait que tout simplement que je regarde tous ses films. J'enchaîne ensuite assez rapidement avec La Nuit au musée, que j'ai revu, bon, que j'avais déjà revu, mais c'est vrai que c'est un film assez efficace, où on aime tout simplement suivre Ben Stiller, on s'y amuse dans cette aventure, voilà, avec ce musée qui prend vie, avec toute une galerie de personnages. Alors dans celui-ci il n'y a pas Alain Chabat, mais dans un autre il y a Alain Chabat, et donc je trouve que c'est un film plutôt appréciable, et qui fonctionne très très bien. D'ailleurs il y a Robin Williams, tout ça. Et donc on s'y prête assez facilement. J'avais peur de un petit peu m'ennuyer, que c'est devenu cheapos ou quoi que ce soit, mais non, c'est toujours autant aussi efficace. Donc c'est pour ça que je vais le garder dans ma collection, tout simplement. J'enchaîne ensuite, alors là aussi c'est pour compléter la collecte, X-Men Dark Phoenix, que j'ai découvert d'ailleurs l'année dernière, et que bon c'est pas super, hein. C'est bon, décidément l'arc Dark Phoenix, bon je l'ai pas lu, je le connais pas. A priori c'est l'un des meilleurs arcs X-Men, mais apparemment on n'arrive pas à l'adapter à l'écran, parce que c'était déjà l'arc Dark Phoenix en partie qui était adapté dans X-Men 3. C'était déjà, même si moi j'apprécie le film, une cata, mais là vraiment c'est vraiment c'est dur à regarder, hein. C'est long, je préfère à la limite Apocalypse, quoi, hein. Vraiment, alors que déjà Apocalypse j'ai du mal, mais il y a quand même quelques scènes qui sont, c'est dommage, hein, parce que moi j'adore vraiment les X-Men avec la nouvelle génération d'acteurs. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on change pas plus. Après tout, c'est en fait on n'y va pas pour les acteurs, on y va pour les personnages, non? Enfin, je sais pas, j'en sais rien, ouais. En plus, on parle souvent changer de casting, machin, pourquoi? Enfin, ça fait chier. Là, on reprend par exemple tous les X-Men originales pour le prochain Avengers.
alors que repartait sur des nouveaux X-Men, quoi. Enfin, je veux dire, enfin là, ça avait très bien marché avec ces X-Men là. Enfin, les acteurs étaient super cool. Donc ouais, bizarre de de absolument revouloir toujours prendre les anciens casques. Mais bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Vous voyez, il est encore sous l'histoire. De toute façon, enfin voilà, je vais l'ouvrir et le mettre dans ma collecte, mais je vais pas le re-regarder tout de suite. Ah, Hugo Cabret. Alors ça vraiment, ça a été un véritable kiff. Une véritable découverte, alors en 3D, mais j'ai pas pu le voir en 3D, j'ai pas de télé 3D. Film de Martin Scorsese, un peu plus enfantin que d'habitude, mais avec de vraies thématiques adultes, mais qu'on peut voir pour les enfants. D'ailleurs, en plus, je l'ai regardé le lendemain, j'étais à Paris, et évidemment, ça fait penser à Gare de Lyon, tout ça. Donc ouais, c'est un film très appréciable, avec vraiment des prises de vue d'ensemble. Et moi, c'est vrai que j'adore les films avec les trains, et c'est pour ça que j'apprécie quand même un peu le Crime de l'Orient Express, mais que je me fais chier derrière aussi, c'est que j'aime beaucoup les films mis en scène avec les trains. De toute façon, il y a cette notion de mouvement, tout ça. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'apprécié, même si là, on ne suit jamais de train. Par exemple, je suis un grand fan du Pôle Express de Robert Zemeckis. C'est un film que je revois à chaque année à Noël. Et lui, je pense que c'est un film que je vais revoir aussi à Noël. Et ouais, je trouve que le film est plein de beauté et de poésie, donc qui marche très très bien et qui dénote un peu de la filmographie de Scorsese, quoi. Ça m'a plutôt surpris et agréablement surpris, voilà. Donc je vous invite à voir Hugo Cabret. On enchaîne ensuite avec deux steelbooks, un que j'ai pas vu, donc je commencerai par ce dernier, The Omen, donc de Richard Donner. Ah oui, c'est Richard Donner qui a réalisé, donc Richard Donner, premier Superman, hein, je le rappelle. Et donc c'est surtout que je l'ai pris, déjà j'aime bien. Donc The Omen, c'est La Malédiction en français. Je crois que c'est d'ailleurs un roman de Stephen King, si je dis pas de conneries, mais je suis pas sûr. Donc petit doute, si c'est produit par lui. Non, donc pas sûr du tout, mais surtout musique de Jerry Goldsmith, excellente, incroyable, vraiment. Quand j'ai écouté ça, je l'ai trouvé vraiment démoniaque, et d'ailleurs il avait eu l'Oscar pour ce dernier. Donc voilà, je n'ai pas encore vu, je vais pas plus développer que ça, mais j'ai hâte de le découvrir. Ça par contre, je l'ai découvert dernièrement, School of Rock. Du coup, d'ailleurs je vous parlais de lui, c'est vraiment un acteur que j'apprécie, que j'ai découvert plutôt en vidéo en fait, de par le biais de pas mal de vidéos tout simplement. Alors évidemment je l'avais vu dans Jumanji, tout ça, et King Kong, hein, voilà. Mais surtout j'ai trouvé que c'était quelqu'un de drôle, vraiment, qui m'amusait et qui avait le même style d'humour que moi, un petit peu potache, tout ça. Enfin, on peut rigoler de tout et n'importe quoi. Donc voilà, et School of Rock, c'est vraiment appréciable. Je suis pas quelqu'un qui suit à fond dans le rock, mais je trouve que c'est un film un petit peu, vous savez, alors c'est pas un prof qui va retourner sa classe, hein, mais un peu quoi. Enfin, en tout cas, c'est un prof qui va changer la manière d'apprendre entre guillemets, et la manière dont les parents vont percevoir leurs enfants, etc. Voilà, vivez de votre passion, tout ça. Enfin, il y a un vrai message comme ça, et c'est vraiment cool. En fait, c'est décomplexé, c'est drôle, très très drôle par moments. Et puis voilà, j'adore Jack Black, donc je vous invite fortement à regarder ce film School of Rock, qui est vraiment très très cool. Et pour finir, le seul et unique Blu-ray 4K Steelbook, donc là on compile le tout combo ultime, mais je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore eu le temps. En plus, il dure une sacrée durée. C'est le steelbook de Laurence d'Arabie, voilà, qui est un steelbook assez rare que j'ai chopé quand même pour un certain prix, mais qui est tout simplement magnifique, hein. Le steelbook, je le trouve vraiment joli. Alors bon, je connais pas l'affiche originale, hein, certains vont peut-être criser, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir, parce que on ne fait qu'en parler autour de moi. C'est un film magnifique, il y a des plans exceptionnels, c'est une vraie aventure, tout ça, de 3 heures, la musique est très très bien, un film de David Lean. Donc j'ai hâte tout simplement de le regarder, moi qui aime l'aventure et les grands décors, donc voilà, tout simplement. Le steelbook, je le trouve vraiment beau, hein, sans déconner, je le trouve très très joli. Alors c'est compliqué à trouver, là je crois que c'est une version... Ça doit être la version anglaise, je pense. Parce que ouais, il y a à peu près tout le même steelbook qui est sorti. Alors le steelbook français, je crois qu'il est introuvable. Le steelbook anglais, à peu près 40€, 50€. Le steelbook allemand aussi, tout ça. Mais bon, dans tous les cas, il y a les pistes VF dessus, les sous-titres français et tout, donc il y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, un sacré bilan achat. Il y avait énormément de choses.
On aura un petit peu moins, je pense, le mois prochain, parce que j'ai pas mal dépensé encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Encore une fois, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez acheté, hein, que ce soit jeux vidéo, comics, livres, romans, mangas, tout ce que vous voulez. Et puis, nous, on se dit comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine histoire.